L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité grandissante à la panafricaine. Voici les titres de ce journal. Oscar Pistorius doit comparaître ce mardi devant un tribunal accusé du meurtre de sa petite amie. L'athlète paralympique sous l'emprise d'une drogue aurait abattu sa compagne. Au Venezuela, Hugo Chavez est rentré au pays après 2 mois d'absence à Cuba pour soigner son cancer. Le président arrivé en catimini a choisi Twitter pour annoncer son retour au pays. Et puis du street basket pour promouvoir l'intégration entre jeunes Marocains et ceux d'Afrique subsaharienne. Au moins 200 jeunes ont participé ce week-end au projet Rabat Playground. Merci de votre fidélité à Africable Télévision. Nous ouvrons ce journal avec la Belgique. La justice a rejeté la demande de Marc Dutroux. Le tribunal d'application des peines de Bruxelles a refusé la remise en liberté sous bracelet électronique que réclamait le pédophile belge. Condamné en 2004 à la perpétuité, sa demande avait provoqué l'émotion dans son pays. Faut-il lever l'embargo sur les armes en Syrie? Question posée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Pour certains des chefs de la diplomatie des 27, ce serait un moyen de soutenir la rébellion. Mais pour d'autres, il faut continuer sur la voie politique. Tous les jours en Syrie, les rebelles combattent les forces de Bachar al-Assad avec les moyens du peuple. Cela fait des mois que l'opposition se plaint d'être sous-équipée par rapport à l'armée syrienne. Depuis le printemps 2011, l'Union européenne a institué un embargo sur les armes. Aujourd'hui à Bruxelles, certains pays demandent une levée partielle de cet embargo pour soutenir la rébellion. Je pense qu'on pourrait leur fournir un équipement plus vaste. Nous devons discuter de ce genre de choses parce que c'est important qu'aucune forme de support ne se retrouve entre les mains d'extrémistes. Le Royaume-Uni est soutenu par l'Italie, mais ils semblent bien les seuls à choisir cette option, car pour beaucoup, il faut avant tout privilégier la solution diplomatique. Nous sommes d'avis qu'une levée d'embargo sur les armes n'est pas nécessaire, car celle-ci pourrait conduire à une aggravation de la course aux armements et mener à une escalade de la violence. La Belgique souhaite, elle, ouvrir la discussion, mais reste très prudente. Si l'on devait faire évoluer l'embargo, je dis bien si l'on devait, il faudrait être sûr que l'on peut contrôler la distribution des armes et voir quels sont les groupes qui vont effectivement en bénéficier. Le but n'est pas d'armer des mouvements extrémistes sur le territoire. Un accord des 27 sur une levée partielle d'embargo risque d'être très difficile à obtenir. En 2004, l'Union européenne avait levé l'embargo sur les armes en Libye, une décision qui avait alors permis à Kadhafi de s'armer lourdement et de réprimer la rébellion. Nouvelle violence au Proche-Orient. Des jeunes Palestiniens ont affronté les soldats israéliens à coups de pierre. Un débordement en marge de manifestations de soutien des activistes détenus par l'État juif, dont certains sont en grève de la faim. Des prisonniers dont les manifestants brandissaient les portraits dans ce rassemblement à Naplouse. Plus de 2 mois après une nouvelle opération de son cancer à la Havane, Hugo Chavez a annoncé sur son compte Twitter son retour au pays. Le dirigeant vénézuélien a été admis à l'hôpital militaire de Caracas. Au fil des heures, la foule grandit devant l'hôpital militaire de Caracas. Au réveil lundi, les Vénézuéliens ont appris que Hugo Chavez était rentré. Une annonce surprise qui a ravi ses partisans. Quand j'ai entendu la nouvelle, je voulais tout de suite prendre le métro pour venir ici avec tous les gens qui soutiennent le commandant Chavez. Il est de retour, de retour, de retour. Chavez s'était rendu à Cuba il y a plus de 2 mois pour se faire opérer d'un cancer. Son retour, il l'a dévoilé sur les réseaux sociaux.
Nous sommes rentrés dans la patrie vénézuélienne. Merci mon Dieu, merci mon peuple aimé. Nous allons continuer le traitement ici. Pendant son absence, de nombreuses rumeurs circulaient sur l'état de santé de Chavez. Vendredi, le gouvernement publiait les premières photos du président vénézuélien depuis son opération de décembre. Souriant, il apparaissait en compagnie de ses filles, mais incapable de s'exprimer. Un tube trachéal lui permettait de respirer. Les médecins lui avaient diagnostiqué un cancer en 2011. Réélu en octobre, il n'avait pu prêter serment. Avant de se faire opérer, Chavez avait pris soin de désigner son successeur, le vice-président Nicolás Maduro. Aujourd'hui, l'opposition demande que toute la lumière soit faite sur la santé du président. Une opposition qui souhaite de nouvelles élections au plus vite. Nous restons toujours en Amérique du Sud et Rafael Correa, largement réélu à la tête de son pays après le premier tour de la présidentielle, candidat à sa propre succession. Le président sortant a obtenu 56% des suffrages. Rafael Correa, dirigeant charismatique et très populaire, se veut le visage de la révolution en Équateur. Les bras levés, le poing serré, voici donc l'homme qui va poursuivre ce qu'il appelle sa révolution citoyenne. Né il y a 49 ans d'une famille modeste, Rafael Correa obtient des bourses pour étudier en Belgique, où il rencontre sa future épouse, et puis aux États-Unis, où il devient docteur en économie. Et dès son arrivée au pouvoir en janvier 2007, ce catholique fervent tient sa promesse de faire rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État grâce aux immenses ressources pétrolières de son pays. Depuis les années 80, les compagnies pétrolières, européennes, brésiliennes ou nord-américaines, bénéficiaient de conditions très favorables. Mais Correa inverse le système et impose des énormes redevances qui vont permettre la construction d'hôpitaux, d'écoles et la rénovation du réseau routier. Et ce n'est pas tout, le président efface unilatéralement plus de 3 milliards de dollars de dette extérieure. Ils veulent vous faire croire que la misère fait partie de la culture. Mais non, mes amis. Il faut avoir les idées claires, un cœur vaillant et des mains propres. Et pour lutter contre cette misère qui touche encore près de 30% des Équatoriens, le président multiplie les dépenses publiques qui sont passées de 4 à 27 milliards de dollars en 6 ans. Et il mène une politique de redistribution qui passe notamment par le versement d'argent à 2 millions de personnes. Au cours des 6 dernières années, notre pays est devenu un pays d'espoir, de dignité, de souveraineté. Nous n'avons pas pu résoudre tous les problèmes, mais nous avons progressé. Nous avons retrouvé la foi en nous-mêmes et avec cette confiance, rien n'est impossible. Et puisque rien n'est impossible, celui que ses détracteurs accusent d'autoritarisme, mais qui pourrait devenir le leader de l'alliance de gauche latino-américaine, s'est même offert l'an dernier le plaisir d'un pied de nez aux Américains en accordant l'asile à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, toujours réfugié dans l'ambassade équatorienne de Londres. Oscar Pistorius était-il violent? Le champion paralympique sud-africain sera présenté devant un juge ce mardi, jour des obsèques de son ex-compagne. Une bête de cricket recouverte de sang a été trouvée à son domicile. L'athlète reste toujours en détention préventive. Dans sa cellule du commissariat de Pretoria, Oscar Pistorius pleure. Beaucoup, si l'on en croit ses visiteurs. Hier, le champion a pu voir son frère, sa sœur, ainsi que son agent sportif. Évidemment, nous avons parlé des courses et des contrats qui sont annulés pour cette année. Et puis on le tient au courant de ce qui se passe avec les sponsors et on lui apporte un soutien moral. Oscar Pistorius était-il violent? La presse du jour évoque un événement survenu il y a 2 semaines. Le coureur aurait tiré inopinément un coup de feu à l'intérieur d'un restaurant. Les enquêteurs attendent maintenant le résultat des analyses de sang du champion. Les stéroïdes peuvent provoquer des crises de violence. Dans la maison où a eu lieu le crime, la police a retrouvé une batte de cricket recouverte de sang. Demain au tribunal, le procureur donnera le contenu du dossier à charge. Au même moment, la victime, Riva Steenkamp, sera inhumée dans l'intimité. Le scandale de la viande de cheval continue de faire des vagues sur le vieux continent. Soit près de 2300 tests ADN ont été réalisés dans toute l'Union européenne. Une affaire de tromperie qui vire à la crise sanitaire et qui force les autorités à mettre le nez dans les assiettes.
Ils sont des centaines dans les frigos de nos magasins, des plats préparés à base de viande de bœuf. Depuis la semaine dernière, une question se pose, ces plats contiennent-ils de la viande de cheval? Plusieurs pays européens sont déjà touchés, notamment la France et l'Allemagne. En Belgique, les contrôles sont toujours en cours et la condamnation est unanime. C'est bien une fraude économique, c'est inacceptable, il faut rechercher cette fraude, il faut sanctionner, il faut très certainement aussi qu'au niveau européen, on harmonise beaucoup plus les contrôles. Les normes sont les mêmes, mais la façon dont elles sont appliquées, j'ai quelques doutes. À côté de la fraude économique, y a-t-il également une fraude sanitaire? En cause, un anti-inflammatoire découvert dans des carcasses de chevaux. Son nom, le phénylbutazone, une substance bien connue à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. C'est une substance interdite, donc on n'a pas d'études toxicologiques, donc on ne peut pas vraiment bien mesurer le risque pour le consommateur, mais la position est claire. Dès que la substance est détectée, la carcasse est déclarée impropre à la consommation et donc ne peut plus être utilisée dans la chaîne alimentaire. Ce n'est pas la première fois que la production de viande est touchée par une crise. Alors, quelles peuvent être les conséquences pour les marchés? Du côté de la Fédération de l'industrie alimentaire, l'inquiétude est grande. Dans le cadre d'une crise alimentaire ou d'un scandale comme celui-ci, il n'y a pas uniquement le marché national qui est en cause, c'est parfois aussi un prétexte pour les pays, je dirais, importateurs lointains qui sont en dehors de l'Union européenne, qui y trouvent en fait une raison pour fermer les frontières en attendant des résultats des inspections et d'être rassurés pour les aspects de santé publique. Chez nous, les premiers résultats des analyses devraient être connus en milieu de semaine. Au chevet du Mali, et c'est à Paris que l'organisation onusienne a décidé de la marche à suivre pour préserver le patrimoine culturel endommagé par 9 mois de guerre. Et d'après l'UNESCO, 11 des mausolées de Tombouctou ont été détruits. Entre 2000 et 3000 anciens manuscrits ont été également brûlés. Une mission d'experts est attendue pour évaluer la situation. Puisque nous parlons du Mali, nous y restons et nous retrouvons notre envoyé spécial à Tombouctou, Oussouf Diagoula. Alors, quelle est la situation qui prévaut dans la ville historique en ce moment? Nous sommes arrivés, Abdoulaye, cet après-midi aux alentours de 18h au moins à peu près. Et la première constatation, c'est qu'il y a des militaires un peu partout, 2 checkpoints à l'entrée de la ville. Heureusement que nous étions annoncés. C'est un capitaine de l'officier de l'armée malienne qui est venu nous chercher pour nous faire le guide un peu à travers la ville, le temps de trouver un hôtel. Et l'hôtel dans lequel nous logeons, le propriétaire m'apprend que nous sommes les premiers clients et les seuls pour l'instant, et que l'énergie est rationnée de 18h à 23h, mais au moment exact où je vous parle, la société qui fournit l'électricité vient de plonger la ville totalement dans le noir. Merci Oussouf Diagoula, notre envoyé spécial à Tombouctou, ville historique. Du sport, plus de 220 jeunes marocains et subsahariens issus de quartiers pauvres de Rabat et Salé ont participé à une manifestation sportive dénommée Rabat Playground. Cette manifestation vise à promouvoir l'intégration entre jeunes marocains et ceux d'Afrique subsaharienne à travers le street basket. Un événement sportif et culturel dénommé Rabat Playground vient de réunir pendant 2 jours des jeunes Marocains issus des quartiers populaires et des jeunes subsahariens installés au Maroc. Cette première expérience lancée à l'initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc vise à promouvoir l'interaction entre 2 communautés qui ne semblaient pas communiquer assez entre elles. On a proposé d'offrir une activité, de juste offrir une rencontre, un endroit plutôt pour que la rencontre puisse avoir lieu, et une activité qui est gratuite et ouverte à tout le monde. Et voilà, les 2 communautés sont venues ensemble, les jeunes ont joué ensemble, et tout ce qui se passe après, c'est à eux, c'est pas à nous de définir. Mais voilà, le projet est né juste dans l'idée d'essayer de mettre ensemble les 2 groupes. Plus de 220 jeunes Marocains et subsahariens issus de 4 quartiers, parmi les plus pauvres de Rabat et Salé, ont ainsi partagé les moments de passion. Des tournois de street basket et des équipes mixtes se sont affrontés. Nous sommes une équipe, donc ce qui compte fait que si l'équipe ne tourne pas vraiment en plein régime avec tout le monde, que ce soit des subsahariens, que ce soit des Marocains, que ce soit des gens locaux, il faut pouvoir passer le ballon. Il faut pouvoir s'aimer, il faut pouvoir s'entraider, il faut pouvoir se dire
il faut pouvoir s'accepter. Maintenant, on a plus de contacts entre nous. On joue presque 2 à 3 fois par semaine. C'est une bonne expérience. On s'est connus davantage. L'ambiance s'est intensifiée au fil des minutes et des matchs qui ont connu une belle rivalité entre les équipes. Les différences ethniques et culturelles se transcendent, laissant la place à un sentiment d'appartenance à la même équipe et une volonté commune de gagner. Une belle expérience de brassage communautaire à encourager. Toujours du sport, mais cette fois-ci du football avant de refermer ce journal au compte de la 13e journée de la Ligue 1 du championnat malien de football. Le Stade a battu son grand rival du Djoliba AC par le score d'1-0. Les Blancs de Bamako prennent ainsi une option sérieuse pour le titre. Le reportage est signé Yacouba Dansoko et Moussa Bari. Pour cette 38e confrontation en Ligue 1 entre le Stade malien de Bamako et le Djoliba AC, le public sportif du stade du 26 mars n'a pas eu droit à un beau football. Au compte de cette 13e journée, les deux géants du football malien ont produit un football sans saveur, un football décousu. Contre toute attente, c'est le stade qui va ouvrir le score par Mandala Conti. Le joueur stadiste profite du mauvais alignement des défenseurs djolibistes pour battre Cheksi. La mi-temps va intervenir sur ce score d'1-0. 2 minutes seulement après la reprise, sur cette action, le gardien du Djoliba reçoit un choc. Après plusieurs interventions, les médecins décident de l'évacuer dans un hôpital de la place. Cheksi est alors remplacé par l'ancien portier du Sigui de Caille, Amadou Sidibé. Le Djoliba décide alors de réagir. Mais ses attaquants échouent à chaque fois devant une défense du stade bien contrôlée par le gardien des aides, Soumaïla Diakité. Malgré les occasions ratées de part et d'autre, le stade malien s'impose par 1-0. Avec cette victoire, les Blancs de Bamako confortent leur place de leader dans le championnat et distancent désormais le rouge de 18 points. Le stade, premier de la Ligue 1 malienne, totalise 37 points. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision. Bonsoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.